La dernière des symétries discrètes que nous allons décrire est l'inversion du temps, qu'on peut aussi appeler inversion du mouvement. Elle consiste à passer le fil des événements à l'envers, comme si un film était projeté à l'envers. Ça affecte la coordonnée temporelle qui change de signe et n'affecte pas les coordonnées spatiales. En particulier, la position ne change pas, mais la vitesse, qui est une dérivée par rapport au temps, va changer de signe. L'accélération, qui est une deuxième dérivée par rapport au temps, ne changera pas de signe parce que le signe moins apparaît deux fois. La force, donc, ne change pas de signe. Le champ électrique qui est relié à la force ne change pas de signe. Le champ magnétique, lui, changerait de signe, puisque dans la force de Lorentz, on a force égale vitesse fois champ magnétique. Donc, la force ne change pas, la vitesse change de signe. Il faut aussi que le champ B change de signe pour que la force de Lorentz ait la même forme après inversion du temps. De la même manière, le moment cinétique changerait de signe, puisque c'est un produit de la position par la quantité de mouvement ou par la vitesse, si vous voulez. Donc, l'un des deux facteurs change de signe. Donc, le spin va aussi changer de signe. Tous les moments cinétiques vont changer de signe. Donc, l'équation de Dirac ne change pas lorsqu'on procède à cette transformation, cette inversion du temps, pourvu que le spinner de Dirac se transforme de la manière suivante. Donc, il y a ici un passage de psi à son conjugué complexe. Il y a une prémultiplication par deux matrices de Dirac, gamma 1, gamma 3, et par un facteur i. On change bien sûr le temps à l'intérieur de la configuration. De la même manière, le potentiel électromagnétique doit changer de la manière suivante. Donc, on le change, on remplace A par A tilde. Donc, souvenez-vous, A tilde est obtenu, revient à changer le signe de la partie spatiale, des composantes spatiales de A, mais pas de la composante temporelle. Donc, ce qu'on va montrer maintenant, c'est que ces deux transformations, donc cette valeur de psi' et de A', vont respecter la même équation de Dirac que psi et A. Donc, je vais ici écrire l'équation de Dirac en présence d'un champ électromagnétique et je l'écris avec psi' et A'. Donc, je vais vérifier que cette équation est encore valable, c'est-à-dire qu'elle est identique à l'équation de Dirac originale. Donc, je vais par une vérification ici. Donc, voilà, donc j'applique la définition de la transformation de psi. Donc, j'ai le conjugué ici et j'ai multiplié par gamma 1 et gamma 3. J'ai laissé faire le facteur i puisqu'il apparaît dans chacun des termes ici, donc il n'a pas d'impact. J'ai aussi ici changé A mu pour A mu tilde, toujours avec la même transformation pour psi, comme ici d'ailleurs. Maintenant, je vais multiplier, donc pré-multiplier par gamma 3, gamma 1, comme ceci. Gamma 3, gamma 1, qui multiplie ce que j'avais ici. Même chose ici, et donc même chose dans le dernier terme, mais en multipliant par gamma 3, gamma 1 cet objet-là, eh bien, j'obtiens gamma 3, gamma 1, gamma 1, gamma 3, n'est-ce pas? Donc, gamma 1 au carré est égal à moins 1, gamma 3 au carré est égal à moins 1, donc au total, ça m'enlève les matrices de Dirac dans ce terme ici. Je continue. Donc, ici, je vais simplement modifier, donc je vais simplement changer t en moins t. Autrement dit, je vais prendre le moins t qui est là, je le change en t. Lorsque je fais ça, je devrais changer le signe de toutes les dérivées par rapport au temps. Donc, changer le signe des dérivées par rapport au temps, c'est comme changer le quadrigradient par moins del tilde, okay? Parce que le tilde va changer le signe des parties spatiales seulement, mais en mettant un moins devant, c'est comme si ça ne changeait le signe que de la composante temporelle. Donc, c'est ce que je fais, je change t en moins t, et j'ai remplacé del mu par moins del mu tilde. C'est pour ça que j'ai un moins ici, mais que je n'ai pas de moins ici. Ici, j'ai absolument rien fait sur les deux derniers termes. Bon, on continue. Qu'arrive-t-il donc à cette... donc là, je reprends simplement, j'ai pris une conjugaison complexe. Maintenant, je vais prendre le conjugué complexe. Psi conjugué devient psi partout. OK?
les matrices gamma vont être conjuguées complexes, mais elles sont toutes réelles, sauf gamma 2. Donc, je vais garder une petite gêne ici. Donc, je vais supposer que gamma 1 et gamma 3 sont effectivement réels. Donc, ça ne change rien. Le moins i devient plus i. Et le gamma mu va devenir son conjugué complexe, comme ici. Cependant, donc, si mu est égal à 0, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? J'aurai ici ce comportement parce que je sais que gamma 0 est réel, donc gamma 0 conjugué est égal à gamma 0, et ensuite je pourrais simplement anticommuter le gamma 1 de l'autre côté, ça me donnerait un signe moins. Mais gamma 1 carré donne aussi un signe moins, c'est égal à moins 1. Et ensuite, gamma 3 aussi, je l'anticommute avec gamma 0, ça me donne un autre signe moins, et il se retrouve avec son partenaire ici, donne gamma 3 au carré, qui est aussi égal à moins 1. Donc, je n'ai que 4 signes moins ici, et donc j'obtiens gamma 0. Si j'ai maintenant 1, 2 ou 3, à ce moment-là, encore une fois, il faut y aller dans le détail. Si par exemple c'est 1 ou 3, bon, si c'est 1, alors commençons par 1. Si c'est 1, j'aurai gamma 1 au carré qui donne moins 1, et je me retrouverai avec gamma 3, gamma 1, gamma 3. J'anticommute le gamma 3 par-dessus le gamma 1, j'obtiens un autre moins 1. Et enfin, gamma 3 au carré donne moins 1. Donc j'ai 3 moins 1, ce qui donne un moins. Okay? Si je prends gamma 3, c'est la même chose qui se produit. Gamma 3, je l'anticommute. Premièrement, il est réel, donc le conjugué n'a pas d'effet. Je l'anticommute avec gamma 1, ça me donne un signe moins. Gamma 3 au carré me donne un autre signe moins. Gamma 1 au carré me donne un troisième signe moins. Et donc j'ai un signe moins encore. Enfin, gamma 2. Gamma 2 est imaginaire, donc si j'en prends le conjugué complexe, j'obtiens moins gamma 2, c'est un signe moins. Ensuite, j'anticommute ce gamma 2 par-dessus gamma 1, un autre signe moins. Par-dessus gamma 3, encore un signe moins. Et j'ai gamma 1 au carré qui me donne un signe moins, et gamma 3 carré qui me donne un dernier signe moins, ça fait 5, donc ça me donne un signe moins au total. Okay, donc j'ai cette relation ici. Je pourrais donc écrire que cette combinaison de gamma 3, gamma 1, gamma mu conjugué gamma 1, gamma 3 me donne précisément gamma mu tilde. Okay? J'ai changé le signe des composantes spatiales. Même chose ici. J'aurai gamma mu tilde. Et donc, j'obtiens cette équation, enfin, donc plus simple. Et j'ai des gamma mu tilde, delta mu tilde, gamma mu tilde, a mu tilde. Encore une fois, je peux changer cette contraction de quadrivecteur tilde, si vous préférez, par les quadrivecteurs originaux, puisque la contraction est la même dans les deux cas. Et je retombe exactement sur l'équation de Dirac que j'avais au départ. Donc, je viens de démontrer que cette équation de Dirac est en présence d'un champ électromagnétique, donc c'est l'électrodynamique quantique ici, que cette équation de Dirac est invariante par cette transformation qui correspond à l'inversion du temps. D'accord, maintenant, qu'en est-il de l'inversion du temps en mécanique quantique ordinaire? L'équation de Schrödinger, ici, que se passe-t-il quand je change la direction du temps? Eh bien, supposons que, justement, je fais une conjugaison complexe de l'équation et que je change le signe du temps. La conjugaison complexe va me faire apparaître un signe I ici et va prendre donc, le conjugué complexe de l'état et du hamiltonien. Par contre, l'inversion du temps va aussi changer le signe à cause de la dérivée par rapport au temps. Donc, au total, je ne change pas le signe ici, mais tout ce que j'ai, c'est un état conjugué complexe et un hamiltonien conjugué complexe. Donc, pour que cette équation, pour que l'état conjugué se comporte dans le temps comme l'état non conjugué, il faudrait que le hamiltonien soit réel. Donc, typiquement, dans une situation d'hamiltonien effectif, dans l'espace de Hilbert, si l'hamiltonien est réel, eh bien, on a invariance par inversion du temps. S'il n'est pas réel, à ce moment-là, on a cette brisure d'inversion du temps.
Et bien sûr, en mécanique ordinaire, une brisure de l'inversion du temps pourrait venir, par exemple, de la présence d'un courant dans le problème ou de la présence d'un champ magnétique, en fait, toutes circonstances qui font que lorsqu'on projette le film à l'envers, le problème est différent. Bon, alors il reste cette question du caractère antilinéaire ou anti-unitaire de l'opérateur T qui effectue cette inversion du temps. Donc, d'après Wigner, justement, cet opérateur est antilinéaire. Donc, lorsque j'applique l'opérateur T sur lambda fois psi, c'est la même chose que de multiplier premièrement par lambda conjugué, ensuite d'appliquer T. Voyons comment procède cet argument. Supposons qu'on fasse évoluer un état quantique dans la direction positive du temps pendant un temps t, on obtiendrait l'état suivant en utilisant cet opérateur d'évolution. Maintenant, si le système est invariant par inversion du temps, on pourrait inverser le temps, évoluer le système à l'envers et ensuite défaire ce qu'on a fait, c'est-à-dire remettre le temps à l'endroit. Ce qui veut dire inverser le temps, appliquer l'opérateur t sur l'état psi 0, évoluer à l'envers, donc avec un signe dans l'exponentiel qui est l'opposé de celui-ci, et défaire ce qu'on a fait, donc revenir à l'endroit, ce qui veut dire appliquer l'opérateur inverse, t-1. Et là, faire attention, j'ai appliqué t-1, non pas t. T n'est pas nécessairement son propre inverse, ça fait partie de la question que nous voulons régler maintenant. Donc, j'aurai cette relation, si je développe ceci au premier ordre en développement de Taylor, j'aurai que t-1 fois i fois ht est égal à moins ih. J'ai simplement développé en puissance de petit t. Et donc là, on a le choix, selon Wigner, soit que l'opérateur t est unitaire, soit qu'il est anti-unitaire. Donc, nous allons montrer qu'il ne peut pas être unitaire. On peut le faire de deux façons. Première façon, donc s'il était unitaire, eh bien, considérons la relation de commutation de variables conjuguées. Par exemple, le commutateur de x avec px, la composante en x de p. Maintenant, je vais donc multiplier par t et par t-1 des deux côtés. Donc, j'aurai bien sûr, si c'est un opérateur linéaire, ça donnerait toujours le même résultat du côté droit d'égalité, c'est-à-dire i. Mais du côté gauche, j'aurai l'équivalent de faire cette opération sur x et cette opération sur px. Et dans un des cas, j'obtiens encore x. Dans l'autre cas, j'obtiens un signe moins. Et donc, j'aurai, suite à cette application, une relation de commutation canonique qui est différente, qui a changé de signe. Donc, c'est contradictoire, c'est impossible. Une autre façon de montrer que c'est impossible, que ce soit unitaire. Donc, si c'est unitaire, je peux sortir le i qui est ici, le mettre là. Et j'aurai t-1h fois t est égal à moins h. Ou encore, j'aurai donc h fois t est égal à moins th. Donc, une anticommutation de t avec h. Donc, si j'ai un état propre d'énergie E, et que maintenant je considère un état t fois psi, et que j'applique h sur cet état-là, j'aurai l'équivalent de moins th fois psi, c'est-à-dire de moins t fois E psi. Donc, j'aurai que l'état t psi est un état propre de h avec valeur propre moins E. Autrement dit, le spectre d'énergie serait nécessairement symétrique, c'est-à-dire pour chaque niveau d'énergie positif, j'aurai un niveau d'énergie négatif. Ça aussi, c'est absurde. D'accord? Donc, c'est impossible. T ne peut pas être unitaire, il doit être anti-unitaire. Donc, maintenant qu'on sait qu'il est anti-unitaire, cette relation-là, lorsque je fais passer i de l'autre côté, va me donner un moins 1. Donc, effectivement, je pourrais écrire, donc c'est ce que j'ai fait ici, je l'ai fait passer de l'autre côté, j'ai obtenu un moins 1, et je pourrais donc, en multipliant par t des deux côtés, avoir ht est égal à th. Autrement dit, t commute avec h, et non pas anticommute. La question du carré de l'opérateur t se pose. Donc, on a mentionné que t carré n'était pas nécessairement égal à 1. Ce qu'on va montrer ici, c'est que le carré de l'opérateur t est égal à moins 1 pour un système de spin 1/2. Ou plus généralement, pour un système qui compte un nombre impair de spin 1/2, donc pour un système de spin demi-entier. Alors, voyons voir comment ça fonctionne.
le point de départ est cette relation ici. On a cette exigence que le spin change de signe lorsqu'on applique l'inversion du temps. Donc, t fois s doit être égal à moins s fois t. Ou si vous préférez, t moins 1 est égal à moins s. Bon, alors on va poser cette forme précise de t ici. Donc, j'ai un système de 1 spin 1/2 et je vais, comme hypothèse, poser que l'application de t sur l'état up me donne i fois down et que t sur l'état down me donne moins i fois up. Donc, je vais vérifier cette hypothèse. D'accord? Donc, je fais une vérification ici. Donc, je vais vérifier que cette relation est respectée lorsque ceci est vrai. Et pour ça, il faut que j'aie une expression pour l'opération S. Donc, le spin a des composantes, donc la composante en Z est donnée par ça ici, et j'ai de même les composantes en X et en Y qui sont données par ça. Donc, je vais simplement faire une vérification longue. Par exemple, T fois SZ up me donne, donc SZ up donne 1/2 fois up. En appliquant T, d'après cette règle, j'obtiens I sur 2 fois down. Si j'ai fait la même chose sur down, donc SZ fois down me donne moins 1/2 fois down, j'applique T, j'obtiens, d'après cette règle, plus I sur 2 fois up. Je le fais dans l'autre sens maintenant, donc je fais SZ fois T up me donne ceci, SZ fois down me donne moins I sur 2 fois down. SZT fois down me donne moins I fois up à cause de t, j'applique SZ, j'obtiens toujours un moins i sur 2 fois up. Donc, j'ai des signes opposés ici et là. C'est donc que j'ai respecté cette équation pour la composante en Z du spin. Et je vous laisse faire le reste. Il n'est pas difficile de s'apercevoir que c'est de se convaincre en fait que c'est la même chose pour les composantes en X et en Y. Donc, cette représentation de l'opérateur T est correcte. Et maintenant, j'en prends au carré. Donc, T carré sur up, c'est comme T fois I down. Et T sur down, donnant ça, ça me donne moins I. Donc, T down, parce que bien sûr, j'ai mis le I de l'autre côté. T down me donne ceci, ça me donne moins I au carré fois up, ce qui donne moins up. Donc, T carré donne moins 1 quand je l'applique sur up. Et on peut vérifier que c'est la même chose sur down. Donc, résultat important. Pour 1 spin 1/2, t carré est égal à moins 1. Pour 2 spin 1/2, il serait bien sûr égal à plus 1 parce que les états sont un produit. Et pour en fait un nombre impair de spin 1/2 ou un spin demi entier en général, t carré serait égal à moins 1. Une conséquence de ça, c'est la dégénérescence de Kramers. Donc, voyons voir. Si, comme on l'a dit, l'opérateur est antilinéaire, donc j'ai cette relation-là, et donc t commute avec H. Donc, T commute avec H. On sait qu'un opérateur qui commute avec H va avoir des vecteurs propres communs avec H, mais comme T est antilinéaire, on ne peut pas vraiment parler de vecteurs propres, donc allons-y directement. Si j'ai un état propre, alors grossissons un peu, j'ai un état propre de H, comme ceci. Je sais que T commute avec H, donc HT est égal à TH en agissant sur psi. Et donc, H agissant sur psi me donne E fois psi. E est réel, donc E, je peux le commuter avec T. Et donc, j'aurai que l'état T psi est un état propre de H avec valeur propre E. Donc, la même valeur propre que psi. Donc, peut-être que T fois psi est égal à psi, ou proportionnel à psi, ce qui ne voudrait pas dire que j'ai un état différent. Donc, supposons que t fois psi est égal à alpha fois psi. Dans ce cas-là, t carré agissant sur psi me donnerait alpha conjugué fois psi. Pourquoi alpha conjugué? Parce que t fois t psi donne t fois alpha psi. T alpha est égal à alpha conjugué t. Quand je change l'ordre de alpha et de t, il faut que je conjugue la constante. Donc j'ai alpha conjugué fois alpha psi et alpha, donc ça c'est nécessairement positif parce que c'est le module carré de alpha. Alpha est un nombre complexe quelconque, disons.
Mais comme t carré est égal à moins 1 pour un système de spin 1/2, c'est impossible. Je ne peux pas avoir t carré égale module de alpha au carré, hein, parce que t carré est égal à moins 1. Donc, il faut nécessairement que ceci soit faux. T agissant sur psi n'est pas proportionnel à psi. C'est linéairement indépendant de psi. C'est donc un état différent qui a la même énergie. Donc, on parle ici d'une dégénérescence. Dégénérescence de Kramers. Une autre conséquence de l'invariance par inversion du temps, c'est ce qu'on appelle la micro-réversibilité ou le bilan détaillé. Donc, si une réaction quelconque, chimique, nucléaire, particules élémentaires, se produit dans un sens, donc A et B donnent C et D, eh bien, cette micro-réversibilité dit que la réaction inverse doit aussi se produire. C plus D donne A plus B avec les mêmes cinématiques si les énergies impliquées sont les mêmes. C'est une conséquence de l'inversion du temps. On va maintenant passer à une autre conséquence importante de l'invariance par inversion du temps qui est l'absence de dipôle électrique permanent. Bon, le dipôle électrique est un opérateur qui est en fait un déplacement fois une charge. Donc, du point de vue de la parité, par exemple, le dipôle électrique va changer de signe lorsqu'on applique la transformation de parité. Du point de vue de l'inversion du temps, il ne changera pas de signe, parce que ça implique uniquement un déplacement, c'est la coordonnée x qui n'est pas affectée par l'inversion du temps. Donc, l'opérateur t fois l'opérateur dipôle électrique fois t-1 est égal à d, encore une fois. Comparons avec le spin. Le spin, c'est l'inverse. Le spin est inchangé lorsque j'applique la parité, parce que c'est un vecteur axial, alors que le spin va changer de signe lorsqu'on applique l'inversion du temps. Bon. Alors, la valeur moyenne du dipôle électrique dans un état quantique, donc ça ici, si j'applique cette relation, est aussi donnée par ça. Si la parité est conservée, donc si le système est un état, enfin si l'état psi est un état propre de la parité, j'aurai que pi fois psi est égal à plus ou moins psi, et donc si je me fie à cette relation-là, j'aurai que la valeur moyenne de D serait égale à son opposé, et donc forcément cette valeur moyenne serait égale à 0. Donc normalement, dans un système invariant par inversion d'espace, je n'aurai pas de dipôle électrique permanent. Cependant, toutes les interactions ne conservent pas l'inversion de l'espace, en fait. Donc, les interactions faibles, comme on va le voir, brisent de manière extrêmement importante la symétrie d'inversion. Et donc, les interactions faibles, en soi, pourraient, de manière importante, mener à un dipôle électrique permanent pour une particule comme, par exemple, le neutron. Le neutron est composé de quarks qui sont chargés, bien sûr, donc de ce fait, ils pourraient, en principe, avoir un dipôle électrique s'ils sont dans une fonction d'onde, dans un état qui met plus de charge négative d'un côté que de l'autre. Hein? Mais il se trouve que si on avait à faire une interaction entre quarks qui respectaient la parité, ce serait impossible. Malheureusement, les quarks aussi interagissent par l'interaction faible, donc il serait possible, en principe, que cet argument ne suffise pas. Il nous faut donc un autre argument pour montrer que le dipôle électrique du neutron est nul. Et ça, on l'obtient en utilisant T. Donc, on revient à ce qu'on a dit. La valeur moyenne du dipôle électrique devrait être aussi égale à ceci de ce fait, n'est-ce pas? Par contre, pour le spin, la valeur moyenne du spin serait donnée par ça ici. Okay. Donc, il y a un signe de différence entre les deux. Bon. Or, on sait qu'il est possible d'avoir un spin non nul, n'est-ce pas, pour une particule élémentaire ou pour une particule composée comme le neutron. Donc, si la valeur moyenne du spin est non nulle, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on suppose qu'on respecte l'invariance par inversion du temps ici, n'est-ce pas? Que l'état T-1 de psi est proportionnel à psi avec une constante alpha, qu'on ne connaît pas, et que l'état psi sur lequel j'applique
t, mais dans l'autre sens, est aussi proportionnel à psi avec une constante bêta. Et donc, cette valeur non nulle de la valeur moyenne de S entraîne que alpha fois bêta est égal à moins 1. Maintenant, si j'applique le même raisonnement qu'ici, à cette valeur moyenne ici, où je n'ai pas le signe, eh bien, ça me forcerait, en raison de cette relation-là, à conclure que la valeur moyenne de D est égale à son opposé. Donc, que la valeur moyenne de D est nulle. Okay? Et donc, ça, c'est une conséquence de la conservation en fait, de l'opérateur T, donc de la symétrie des lois fondamentales par rapport à l'inversion du temps. Le dipôle magnétique, électrique du neutron doit être nul ou d'autres particules élémentaires. Pour terminer, le théorème CPT, c'est un théorème très général qui a été prouvé par Schwinger, Luders et Pauli vers 1940 pour Luders et Pauli, qui stipule que même si dans un Hamiltonien un peu curieux, C n'était pas conservé, ou P n'était pas conservé, ou T n'était pas conservé, la combinaison des trois doit l'être. Donc C fois P fois T est toujours une symétrie du système. Les conséquences, donc, on ne démontrera pas ce théorème ici, mais on va en indiquer deux conséquences, ou trois. Une première conséquence, c'est que la masse d'une particule doit être strictement égale à la masse de l'antiparticule. On a vu que c'est vrai dans l'équation de Dirac, bien sûr, mais l'argument de la symétrie CPT est plus général. Et on pourrait référer à une mesure qu'on peut faire avec précision, qui est une mesure sur les kaons neutres. Les kaons sont des mésons qui comportent des quarks S et des quarks D dans ce cas-ci. Donc le kaon est une particule neutre, mais qui est différente de son antiparticule. Donc le kaon K0, c'est comme un D avec un S anti-S, c'est-à-dire un D anti-S, et le K0 bar, c'est un anti-D avec un S. Enfin, les deux cas sont des objets différents, mais ils sont tous les deux neutres. Et la différence de masse, différence relative de masse entre ces deux particules a été mesurée précisément pour être plus petite que 6 à la moins 19. 6 par 10 à la moins 19, pardon. Donc, c'est un nombre extrêmement petit pour une quantité relative, donc c'est très solide. C'est une borne, bien sûr, donc c'est plus petit que 6 par 10 à la moins 19. L'autre conséquence de cette symétrie CPT, c'est que si la symétrie CP, par exemple, était brisée, la combinaison CP n'était pas exactement conservée, eh bien, T non plus ne le serait pas, parce que le total doit l'être. Donc, une des conséquences de ça, en fait, il se trouve que dans le modèle standard, la symétrie CP n'est pas conservée, mais faiblement. La conséquence de ça, c'est qu'il y a une symétrie ou une asymétrie, on devrait dire, matière-antimatière dans l'univers. Il y a plus de matière que d'antimatière, c'est pour ça qu'on est là. Et cette espèce de brisure de symétrie entre matière et antimatière vient justement de cette brisure de la symétrie CP, pas juste C, comme on verra, qui correspond aussi à une brisure de T. Donc c'est important dans la cosmologie, dans l'univers primitif, que la symétrie T ne soit pas parfaitement conservée. Le surplus de matière sur l'antimatière dans l'univers est assez faible, c'est une partie par million à peu près. Une autre conséquence, c'est qu'effectivement, le dipôle électrique permanent du neutron n'est peut-être pas zéro. Sauf que, selon ce qu'on connaît de l'intensité de la brisure de la symétrie T dans le modèle standard, c'est tellement petit qu'il faudrait que le dipôle électrique du neutron soit de l'ordre de 10-31 mètres fois la charge élémentaire. Donc, autrement dit, D divisé par la charge élémentaire, c'est une distance. Et cette distance doit être de l'ordre de 10 à la moins 31 mètres, ce qui est inobservable, ce qui est beaucoup trop petit par rapport à ce que l'on peut mesurer. Voilà, donc c'était notre incursion dans la symétrie de l'inversion du temps. Et donc, dans la prochaine vidéo, on commencera à discuter de la couleur et de la chromodynamique quantique. Merci de votre